En même temps, oui, la conversation au cas où je pose une question. À côté de moi. D'accord. Ok, ça marche. D'accord, merci. D'accord. Parfait. Alors bonjour, tout le monde est là, est-ce qu'on peut commencer le cours? Si oui, vous mettez oui s'il vous plaît avant que je commence. Parfait. Alors je me présente, c'est Dr Tavi, maître assistante en ORL. Je suis chargée de vous enseigner aujourd'hui les troubles de l'équilibre, le diagnostic des vertiges périphériques et la conduite en pratique. C'est un cours qui paraît compliqué, mais on va le faire de façon simplifiée, tout en vous transmettant les les bases principales à connaître pour l'omnipraticien, surtout vous, en tant que 6e année, en tant que futur interne, vous allez recevoir certainement un vertigineux aux urgences l'année prochaine. Alors, qui dit vertige, dit un mot d'origine latine. Verter, ça veut dire tourner. Ça englobe toute sensation erronée de déplacement de l'environnement et du corps. Il ne faut pas s'imiter, ça ne s'imite pas à une simple sensation rotatoire, donc. C'est un symptôme qui est invalidant, anxiogène, qui s'accompagne habituellement de signes neurovégétatifs. C'est le tableau du malade qui ne peut pas se tenir debout, il vomit, ou dans une forme mineure, il a des nausées. Il faut savoir qu'en matière de vertige, l'interrogatoire et l'examen clinique sont des étapes fondamentales. 1. Pour reconnaître le vertige, c'est-à-dire éliminer tout ce qui est faux vertige, et orienter le diagnostic. Qui dit orienter le diagnostic, dit éliminer en premier temps la première crainte qu'on craint tous, tout en examinant un vertigineux aigu, qui est l'accident vasculaire cérébral de la fosse cérébelleuse ou cérébrale postérieure. Je vous dis que s'il y a une question à poser, vous pouvez le mentionner au fur et à mesure dans la conversation. Vous pouvez m'interrompre à chaque fois pour ne pas compliquer la chose au fur et à mesure. Est-ce que c'est clair jusque-là? Je suppose que oui. Avant d'entrer, alors, c'est qui est écrit, on n'a pas ce cours sur la plateforme, vous pouvez télécharger déjà sur le haut de la conversation. Alors, avant de passer dans le vif du sujet, il convient de vous faire un petit rappel sur l'anatomie et la physiologie. Qui dit un trouble de l'équilibre dit pas qu'on a un seul organe qui est malade. Ce n'est pas un seul organe qui maintient notre équilibre. Il y a tout un système. Ce système d'équilibration englobe un ensemble de réactions qui est mis en jeu par notre système nerveux central. Le tout va nous permettre de maintenir notre position debout, d'adapter notre posture, nos muscles axiaux, tout en bougeant, tout en regardant un objet qui bouge. Donc, ce n'est pas un organe, c'est tout un système. Qui dit système dit quelque chose qui est complexe, mais globalement, il est constitué de ce qu'on appelle un capteur, un centre intégrateur et des effecteurs musculaires. Qui dit capteur sensoriel dit un organe qui transmet au système nerveux central le stimulus, l'état de déplacement de mon corps ou de ma tête. Des centres intégrateurs représentés essentiellement par les noyaux vestibulaires et les voies vestibulaires centrales, et les effecteurs musculaires qui vont exécuter la réponse de mon système nerveux central, représenté par les muscles axiaux qui vont gérer le tonus de mon muscle. Un mot sur ces capteurs sensoriels qui transmettent l'information à mon cerveau. Il y a les récepteurs visuels,
proprioceptif, c'est-à-dire au niveau des articulations et les muscles axiaux, et surtout vestibulaire. Qui dit vestibule dit la partie postérieure de mon oreille interne. Je répète, 3 capteurs sensoriels, visuels, proprioceptifs et vestibulaires. Et comme le cours parle du vertige périphérique principalement, on va parler un petit peu du système vestibulaire. Il faut savoir qu'on n'a pas un seul vestibule, on a deux, un droit et l'autre gauche. Les deux, ils travaillent en collaboration pour assurer cette fonction de maintien de l'équilibre, de la marche debout et de la posture correcte, tout en bougeant la tête et regardant une cible ou un objet qui bouge. Ce système, il assure tout ça grâce à 3 réflexes. Réflexes entre les 3 organes, le vestibule et l'œil, on appelle le réflexe vestibulo-oculaire, vestibulo-spinal et optocinétique. Ça paraît compliqué quand on dit tout ça, mais d'une façon plus simplifiée, ce réflexe vestibulo-oculaire, il sert à quoi? Je cite un exemple. Si je regarde une cible qui bouge devant moi, mon corps, il est immobile, mon œil, il regarde la cible. Et c'est grâce à mon vestibule, mon oreille interne, que je peux regarder cette cible sans la rater. Alors, si je rate la cible qui bouge tout en bougeant ma tête, ça sous-entend qu'il y a une asymétrie de fonctionnement des deux vestibules. Je répète. Si je regarde un objet qui bouge devant moi, c'est grâce à mon vestibule, qui doit être intact et fonction d'une façon symétrique, que je peux la regarder sans la louper, sans l'abandonner. Sans trop détailler, sur le plan anatomique, qui dit vestibule dit un organe situé à la partie postérieure de mon oreille interne, qui est constitué de ce qu'on appelle les 3 canaux semi-circulaires, au nombre de 3 de chaque côté, donc globalement on a 6 canaux semi-circulaires, et 2 organes dits autolytiques, appelés utricule et sacule. Donc de chaque côté, j'ai 3 canaux, et un utricule et un sacule. Il faut savoir que ces capteurs sensoriels sont stimulés par des stimuli bien spécifiques, que ce soit une accélération angulaire, une translation, la pesanteur. Sans trop détailler, si on extrapole cette schématisation anatomique, qui dit un vertige d'origine périphérique, ce qui est le plus fréquent heureusement, ça sous-entend qu'il y a une atteinte de l'oreille interne ou du nerf vestibulaire. Par contre, s'il y a une atteinte des voies vestibulaires centrales ou des noyaux vestibulaires, ça sous-entend que mon vertige il est d'origine centrale. Arrivons au vif du sujet. Je suis l'interne de garde aux urgences médicales. Il y a un malade qui consulte pour un vertige. Première étape à faire, c'est que je confirme qu'il s'agit bien d'un vertige et s'il ne s'agit pas d'un faux vertige. Comment je fais? Alors, il y a une qui me dit que le son est entrecoupé. Excusez-moi, je vais régler ce problème technique. Excusez-nous, si... Bonjour.
Ça va? Est-ce qu'il y a de son? Vous m'entendez? Oui. Le son, toujours من الحكي معاه. وهكا ويمشي. Il faut qu'il voit le son. Non, non. Alors, merci. Vous m'entendez? Alors, le son s'est arrêté où? S'est arrêté dans... alors? Reprendre le cours? Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On va l'enregistrer à zéro. Oui, on a commencé tout le cours par rapport... oui, il n'y a pas de souci. On va répéter. On va répéter. Tout ce que je vous demande, c'est une bonne concentration et vous pouvez me poser des questions à n'importe quel moment. Alors, notre cours aujourd'hui va porter sur le diagnostic des vertiges périphériques et la conduite pratique. C'est un cours qui paraît compliqué, mais on va l'enseigner d'une manière simple, méthodique, tout en vous transmettant les basiques à connaître pour qu'un omnipraticien fasse une bonne consultation de tout vertigineux qui vient comme ça consulter aux urgences lorsque vous êtes de garde. C'est ça l'objectif de mon cours. Si on dit vertige, on dit un mot latin. Vertere, ça veut dire tourner. C'est toute sensation erronée de déplacement de l'environnement ou du corps. Toujours sans perte de connaissance. Si le malade perd connaissance, ce n'est pas un vertige. Donc vous remarquez que cette définition ne se limite pas à une simple sensation rotatoire. C'est loin d'être ça. C'est un symptôme invalidant, anxiogène pour le malade, qui s'accompagne habituellement. Et vous m'entendez comme ça quand je m'éloigne? Est-ce que vous m'entendez comme ça? Très bien. C'est un symptôme invalidant et anxiogène qui s'accompagne habituellement de signes neurovégétatifs. C'est le tableau, vous pouvez imaginer, du patient qui ne peut pas se tenir debout, il a des nausées, il peut vomir d'une façon incoercible. Il faut savoir qu'en matière de vertige, l'interrogatoire et l'examen clinique sont des étapes fondamentales. Pour connaître le vertige et surtout pour orienter le diagnostic tout en éliminant notre crainte principale qui est l'accident vasculaire cérébral de la fosse cérébrale postérieure. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient de faire un petit rappel sur l'anatomie et la physiologie. Alors, qui dit un trouble de l'équilibre ou un vertige, ça ne sous-entend pas
qu'il y a un seul organe qui est malade, comme c'est le cas dans la cardio et dans la neuro. On parle d'un système d'équilibration, un système complexe qui englobe un ensemble de réactions régies par mon système nerveux central, ce système il a un but de maintenir ma position debout, d'adapter ma posture, le tonus de mes muscles lorsque l'objet bouge devant moi ou lorsque moi je bouge ma tête sans bouger mon corps. Alors qui dit système dit quelque chose qui est complexe, mais on peut le diviser en 3 références. Il y a des capteurs sensoriels, il y a des centres intégrateurs, il y a des effecteurs musculaires. Un capteur sensoriel qui est chargé de transmettre l'information sur le déplacement de mon corps, le déplacement de l'environnement autour de moi, un centre intégrateur appelé noyau vestibulaire. Ce centre intégrateur, il va élaborer une réponse qui sera exécutée par ce qu'on appelle des effecteurs musculaires, les muscles axiaux et les muscles du globe oculaire. Si on parle de ces capteurs sensoriels chargés à transmettre l'information, il y en a 3. Il y a des récepteurs visuels, des récepteurs proprioceptifs au niveau des articulations et des muscles axiaux et des récepteurs vestibulaires. Et comme notre cours il porte sur ce vertige périphérique, on va détailler un petit peu le système vestibulaire. Il faut savoir qu'on n'a pas un seul vestibule. On a 2, un à droite et un à gauche, qui travaillent en même temps et en collaboration. Ce système, pour qu'il m'aide à maintenir ma position debout, adapter ma posture, il fait ça grâce à 3 types de réflexes. Un réflexe entre l'oreille interne et l'œil, entre l'oreille interne et les muscles axiaux, etc. Ça paraît complexe quand je dis réflexe vestibulo-oculaire, mais c'est aussi simple lorsque je vous cite un exemple. Si ma tête suit un objet qui bouge devant moi, c'est grâce à mon vestibule que je ne rate pas cette cible. Si, en regardant la tête mobile, mon corps immobile, je saute cette cible, je l'abandonne, ça sous-entend qu'il y a une asymétrie de fonctionnement entre de mes 2 vestibules, de mes 2 oreilles internes. J'explique encore. Si je suis une cible qui bouge, un objet qui bouge devant moi, tout en étant en position immobile, le corps, je bouge juste ma tête, c'est grâce à mon vestibule que je ne rate pas cette cible. Si je la rate, il y a une asymétrie de fonctionnement. Qui dit asymétrie de fonctionnement de mes 2 vestibules dit la création d'un vertige. C'est clair jusque-là? Sur le plan anatomique, chaque vestibule il est constitué de plusieurs capteurs, organes. 3 canaux semi-circulaires et 2 organes autolytiques, un appelé utricule et l'autre sacule. Chacun de ces canaux ou utricules et sacules est stimulé par un type d'accélération, angulaire, linéaire, des translations ou n'importe quel type de mouvement destiné à stimuler tel organe. De cette schématisation anatomique, on peut déduire que un vertige périphérique résulte d'une anomalie au niveau de l'oreille interne ou de mon nerf vestibulaire, et un vertige central, par contre, il traduit une atteinte au niveau des noyaux vestibulaires ou plus rarement au niveau des voies vestibulaires centrales. Ça, c'est en ce qui concerne le rappel anatomo-physiologique. Arrivons au vif du sujet qui est la conduite. Je suis l'interne de garde, je reçois un malade qui se plaint d'un vertige aigu. Premier réflexe, c'est éliminer un faux vertige. S'agit-il d'un vrai vertige? Les principaux diagnostics différentiels qui prêtent à confusion, c'est l'hypoglycémie, l'hypotension orthostatique, l'anémie, les troubles ostéo-articulaires ainsi que les troubles phobiques. Je cite un exemple. Mon malade, il me dit, chaque nuit, pendant cette semaine, je me réveille, j'ai la tête, j'ai un étourdissement de la tête, je vois mal, j'ai un vertige. C'est un diabétique. Il rapporte aussi la notion de tremblement de sueur.
Là, ça fait évoquer plutôt une hypoglycémie qu'un vertige. Ce n'est pas un vertige. Quelqu'un d'autre, il vous dit « J'ai un vertige, docteur ». Vous posez la question « Qu'est-ce que c'est un vertige pour vous, monsieur ?» Il vous dit « Je tombe, je perds connaissance ». Alors, s'il y a une perte de connaissance, ce n'est pas un vertige. Deuxième étape, après avoir éliminé les faux vertiges, c'est éliminer une urgence neurologique afin de ranger le vertige en entité ORL. Je vous rappelle que notre crainte principale lorsqu'on reçoit un malade qui présente un vertige aigu, c'est l'accident vasculaire cérébral de la fosse cérébrale postérieure. Alors, l'interrogatoire. En matière de vertige, il faut savoir interroger un malade. C'est capital. L'interrogatoire, il va s'intéresser au vertigineux, le malade, et s'intéresser au vertige lui-même, symptômes. On pose la question sur l'âge, sur la profession. Quelqu'un me dit pourquoi la profession? Tout simplement parce qu'il y a tout travail en altitude est contre-indiqué chez le vertigineux. On recherche les antécédents, c'est capital, les antécédents cardiovasculaires, neurologiques, traumatologiques, otologiques et iatrogènes. Cardiovasculaire, pour rechercher les facteurs de risque d'un accident vasculaire, notamment une insuffisance cardiaque, un trouble de rythme cardiaque, quelqu'un qui est sous anticoagulant, par exemple pour une fibrillation atriale, et il a toutes les chances de faire un embole qui va migrer et occasionner un accident vasculaire de la fosse cérébrale postérieure. Les antécédents neurologiques, je recherche un accident vasculaire transitoire auparavant, une malformation artério-veineuse diagnostiquée auparavant. Les antécédents traumatiques, il faut bien mentionner tout traumatisme cervical, pariétal ou du rocher, que ce soit ancien ou récent. Les antécédents otologiques, toute atteinte chronique, infection chronique infectieuse de l'oreille moyenne. Iatrogène, et on va s'intéresser à la liste des médicaments réputés d'être ototoxiques, qu'on va bien détailler après. La liste, la prise médicamenteuse, que ce soit une prise récente ou une prise ancienne, qui remonte même à une vingtaine d'années, notamment en ce qui concerne les aminosides. On va parler de ça après. L'interrogatoire, on a parlé du malade, on arrive à analyser le symptôme vertige. Un vertige, il peut être rotatoire, c'est le sujet qui bouge ou c'est les objets autour de lui qui bougent, ou il peut se résumer à un simple tangage, instabilité, une sensation pseudo-ébrieuse. L'instabilité peut s'associer à une pure, peut être pure, une simple instabilité, ou bien associée à la peur de la chute, surtout chez le sujet âgé. De ce fait, toute instabilité à la marche, toute chute fréquente, surtout chez le sujet âgé, impose un examen ORL, surtout vestibulaire. Alors, quelqu'un pose la question sur le tangage. Alors, lorsque le malade, c'est ça l'expression du malade. Docteur, j'ai pas de vertige, mais en réalité, je vais pas bien. Lorsque je marche, j'ai la tête qui tourne, j'ai l'impression que la tête qui tourne et j'arrive très difficilement à maintenir ma ligne droite. C'est ça le tangage. Vous me dites si la réponse est claire. Sinon, j'explique encore. Alors, ce vertige, que ce soit rotatoire, un simple tangage, une instabilité ou un étourdissement de la tête, il peut être spontané, il arrive lorsque le sujet est assis chez lui sans rien faire, comme il peut être déclenché ou aggravé par certaines positions. Il faut bien préciser qu'est-ce que c'est la position qui provoque le vertige. Changement de position debout, assis, en décubitus, au lit ou changement de position de droite à gauche, à la prière, à l'effort, au mouchage, à l'éternuement, ou lorsque le malade fait une hyperpression sur le tragus, ou lorsqu'il est en activité, il conduit sa voiture ou il fait des sports. Chacune de ces circonstances a une valeur sémiologique bien précise. C'est pour ça qu'on ne cesse pas de dire
que l'interrogatoire il est capital en matière de vertige. Ce vertige, il dure quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, des jours, ou bien il est permanent. Est-il responsable d'une certaine invalidité? Il nécessite ou non un appui, invalidité qui va aller de la simple position assise jusqu'à l'alitement. Un vertige, ce n'est très rarement un symptôme seul. Toujours, il est associé à un cortège de symptômes. Un symptôme ORL, des signes fonctionnels type hypoacousie, acouphène, plénitude de l'oreille, otalgie, otorée chronique, des céphalées. Tout ça, ça doit être recherché minutieusement. Il peut être associé à des signes neurologiques dont il convient de bien préciser la chronologie des événements. S'agit-il de signes neurologiques d'apparition aiguë, récente ou ancienne? Si on parle de troubles neurologiques anciens, ça sous-entend que je suis dans le cadre de rechercher une maladie, d'investiguer une maladie neurologique ou d'une pathologie tumorale. Si je suis devant une apparition récente de signes neurologiques concomitants à mon vertige, ma crainte principale, elle est là, c'est un accident vasculaire de la fosse cérébrale postérieure. Alors, quels sont les signes neurologiques que je recherche? Des troubles sensitifs, des troubles moteurs, des troubles de la déglutition, des troubles de la phonation, une perte de connaissance et surtout les céphalées. Il faut bien rechercher les céphalées et les cervicalgies postérieures, surtout si le vertigineux est un patient jeune. J'insiste bien, cervicalgie postérieure. Le vertige, il peut être associé à des signes ophtalmologiques, type diplopie ou une altération du champ visuel. Jusque-là, on a bien interrogé le malade. On passe à l'étape examen. L'examen du vertigineux, c'est quelque chose qui doit être hiérarchisé. Vous m'entendez là? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème de son. Très bien. Un examen méthodique et rapide. Pourquoi? Parce que si je fais un examen méthodique bien ciblé, je ne risque pas de rater un signe diagnostique essentiel pour ma conduite. Alors, comment j'examine? Vous imaginez le patient, il rentre dans la salle de consultation. Tout d'abord, je peux avoir une bonne appréciation sur son état de conscience, sur sa qualité de marche. Il a une bonne marche ou sa marche elle est perturbée, il arrive très difficilement à marcher sur une ligne droite. Déjà, j'ai une idée, j'ai fait une partie de son examen neurologique. Je passe tout de suite à faire une bonne appréciation sur l'état des paires crâniennes. Qui dit examen des paires crâniennes dit une part fondamentale de l'examen de vertigineux. C'est une étape, lorsqu'elle est bien faite, ne prend pas beaucoup de temps, au maximum 2 à 3 minutes. Alors, dans ce support pédagogique, je vous ai mis une diapositive pour chaque nerf. Dans ce cours vidéoconférence, je ne vais pas détailler l'examen des paires, mais je vous laisse les diapositives pour regarder l'examen neurologique de chaque paire crânienne. Alors, il y a une qui pose la question si un patient il a des vertiges avec des cervicalgies postérieures. Très bien. Quel est le diagnostic? Je ne vous ai pas détaillé ça parce que le thème est le vertige périphérique. Quelqu'un qui présente un vertige aigu, surtout s'il est jeune, ce vertige est concomitant avec des cervicalgies postérieures intenses d'apparition aiguë, c'est synonyme d'une dissection de l'artère vertébrale. C'est une urgence neurochirurgicale et vasculaire. Ça, c'est juste parce que vous avez posé la question, sinon ce n'est pas le thème de notre cours. N'hésitez pas à poser des questions. Est-ce que c'est clair jusque-là? Je continue? Très bien. Alors, on a interrogé le malade, on a fait un examen neurologique sommaire. Je passe à la troisième étape, qui est la recherche de signes labyrinthiques. Quand on dit un signe labyrinthique, ça sous-entend qu'il y a une asymétrie de fonction. Je cherche des signes qui témoignent d'une asymétrie de fonctionnement des deux systèmes vestibulaires.
Quels sont les signes vestibulaires, labyrinthiques plutôt? Les signes labyrinthiques à rechercher sont au nombre de 2. 1, on l'appelle nystagmus. 2, on analyse les déviations posturales. Avant de parler, alors, est-ce que vous me regardez là? Vous m'entendez là? Ah, voilà la diapo, oui, d'accord. Parce que j'ai un problème là, problème technique toujours. Alors, je continue. Ce que vous voyez ici, on doit accélérer parce qu'on est en fonction du temps. Ce que vous voyez ici, juste au-dessous de la recherche des signes labyrinthiques, c'est une caméra. C'est un instrument qu'on appelle la vidéonystagmographie. C'est un instrument que le malade porte. Il est doué d'une caméra infrarouge. Ce n'est pas indispensable à l'examen, mais ça aide à mettre en évidence le nystagmus et surtout faire disparaître la fixation qui est un caractère important dans mon examen clinique. On verra par la suite pourquoi je cherche à inhiber cette fixation. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est un nystagmus? Le nystagmus, c'est un mouvement oculaire, c'est un mouvement du globe oculaire. Ce mouvement, il doit être conjugué, c'est-à-dire, ce n'est pas un œil qui bouge, c'est les deux yeux qui bougent en même temps. Il est constitué de 2 mouvements. Un mouvement lent, c'est-à-dire l'œil, il bouge lentement, mes 2 yeux, ils bougent lentement, pour faire un autre mouvement rapide et on l'appelle phase rapide. Son intérêt est remettre en place mon regard vers le côté sain. Je répète, un mouvement oculaire conjugué fait d'une phase lente et d'une phase rapide. Alors, par convention, si ma phase rapide, elle est droite, on dit que le nystagmus, elle est droit. Si ma phase rapide, elle est gauche, on dit que le nystagmus, elle est gauche. C'est une simple convention, ça n'a aucun fondement physiologique, tout simplement parce que la phase rapide, elle est très facilement mise en évidence par rapport à la phase lente. C'est clair jusque-là? C'est clair jusque-là? Très bien. Alors, je commence à faire une analyse sémiologique de mon nystagmus. La recherche de nystagmus, tout d'abord, je recherche un nystagmus spontané. Excusez-moi, je recherche un nystagmus spontané, c'est-à-dire patient en position assise, tête immobile, droite, surtout sans fixation. Je marque sa direction, ça a été déjà dit. Mon nystagmus, il est droit, mon nystagmus spontané, il est droit ou gauche. Sa forme. Alors pour la forme, le nystagmus, il peut être horizontal, horizonto-rotatoire, comme il peut être vertical supérieur, vertical inférieur ou multidirectionnel. Donc, je marque sa forme. Je marque, voilà, j'ai un nystagmus spontané qui est horizontal. Chez un autre patient, je suis devant un nystagmus qui est horizonto-rotatoire. Et je marque. Donc, on a parlé de la direction, de sa forme. Troisième critère sémiologique très important à rechercher, c'est l'influence de la fixation. Est-ce que mon nystagmus spontané, si je demande à mon patient de regarder, de fixer mon doigt, il disparaît ou pas? Si le nystagmus spontané, il diminue à la fixation, voire même disparaître, là, je suis devant une origine périphérique de mon vertige, je suis tranquille. Dans le cas contraire, si je demande à mon patient de regarder mon doigt ou quel que soit ou un autre objet, de le fixer, de bien le regarder, le nystagmus, il est inchangé, voire même augmenté, là, ça signe la production centrale de mon nystagmus. C'est fondamental, ça, l'influence de la fixation. Je répète, on a recherché la direction, sa forme et l'influence de la fixation. Ça, c'est en ce qui concerne les nystagmus spontanés, c'est-à-dire on le regarde sans le provoquer. S'il n'est pas mis en évidence, on peut le rechercher en faisant quelques secousses à la tête du patient une vingtaine de fois. On l'appelle head shaking test. Ça, c'est pas de votre ressort. C'est juste, on vous le cite.
Pour arriver à la fin de votre examen clinique, on va déduire cette conclusion. Je suis devant un nystagmus périphérique ou bien un nystagmus central, parce que c'est ça l'objectif de mon cours. Le nystagmus périphérique est horizonto-rotatoire, il est aboli à la fixation, il ne change jamais de sens. À l'inverse, un nystagmus central, il est vertical, horizontal pur ou multidirectionnel et surtout inchangé à la fixation. Ça, c'est capital. Je répète, un nystagmus périphérique, il est horizonto-rotatoire, aboli à la fixation, il ne change pas de sens, à l'inverse d'un nystagmus central qui est horizontal pur, vertical ou multidirectionnel et il est inchangé à la fixation. C'est clair ce chapitre de nystagmus ou pas? C'est clair? C'est clair ou je répète? On enchaîne. On a recherché le premier signe labyrinthique qui est le nystagmus. On passe à la recherche de déviation posturale. Comme vous le voyez, premier signe à rechercher, le signe de Ramberg. Vous voyez un malade, on demande au patient de se tenir debout s'il peut, les pieds joints, les bras bien tendus, les index bien tendus, les yeux fermés. Et on observe. Le malade, il dévie à gauche, à droite, ou il dévie d'une façon très anarchique. Et on marque dans la fiche d'observation. Si le malade ne peut pas se tenir debout à l'occasion du vertige ou d'un trouble ostéo-articulaire, je peux faire l'épreuve des index. Patient assis, les yeux toujours fermés, les bras bien tendus, les index bien tendus, et on regarde. La déviation, elle est des bras, elle est droite, gauche ou anarchique. Également, je peux faire l'épreuve doigt-nez, patient assis, bras horizontal, et on recherche la capacité effective du mouvement. Également, on fait ce qu'on appelle le piétinement aveugle, c'est le test de Fukuda. Qu'est-ce que c'est le test de Fukuda? On demande au patient de piétiner sur place une quarantaine de fois, les bras bien tendus, les yeux fermés, et on observe sa rotation. Si sa rotation dépasse d'un côté les 30 degrés, là, on dit que le Fukuda, il est positif. Également, on peut faire la marche en étoile. Et là, on peut résumer notre examen clinique. J'ai recherché mon nystagmus. J'ai marqué ses caractéristiques sémiologiques. J'ai recherché mes déviations posturales, le Ramberg, l'épreuve des index, le Fukuda. Je marque là. Si la pathologie, elle est périphérique, mon vertige, il est d'origine périphérique. C'est-à-dire, c'est le labyrinthe qui est en cause. Le déplacement lent, c'est-à-dire la face lente du nystagmus, se fait du même sens que la déviation des index, ou de la marche en étoile, ou du Fukuda, ou du Ramberg, parce que le nystagmus, il bat dans le sens opposé. D'une manière plus simple, si mon malade il a un vertige à cause de son vestibule droit, j'aurai un nystagmus gauche et une chute à la manœuvre de Ramberg à droite. D'accord? La phase lente se fait du même sens de la déviation posturale. À l'inverse, si mon syndrome il est disharmonieux, là je m'oriente vers une origine centrale du vertige. Sur ces diapositives, je vous ai mis juste ce qu'on appelle une manœuvre de Dixey-Alpike. C'est une manœuvre diagnostique du vertige positionnel bénin, la tiologie la plus fréquente du vertige périphérique. On va parler après dans le diagnostic étiologique. C'est juste à titre informatif. Alors, et là, au terme de cette analyse clinique, je peux déduire que je suis devant un profil périphérique ou un profil central. Si je suis devant un profil périphérique, là, je lance mes explorations vers la pathologie cochléo-vestibulaire. Si je suspecte une étiologie centrale, je lance mes examens complémentaires vers l'imagerie, tout ce qui est TDM, IRM, en fonction des circonstances et de mon diagnostic suspecté. Il faut savoir juste que aucun test clinique n'a de valeur prise isolément. Il faut que
le syndrome soit en globalité harmonieux ou disharmonieux. Voilà, ce tableau récapitulatif. Voilà, vous voyez là comment on fait un bilan cochléo-vestibulaire.